1400 €. Ça, c'est ce qu'on demande aux personnes ou aux familles. Aux personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas 65 ans, parce que la pension de vieillesse n'est qu'à 65 ans. Alors, on a une fondation qui permet de combler la différence entre ce que des familles ne peuvent pas payer et ce qu'on demande. Mais ça coûte plus cher que 1 800 $ par mois. Et la subvention du gouvernement vient s'ajouter à ce 1 800 $-là. On a réussi à établir le coût à environ 3 500 $ par mois, par personne, pour vivre à Carpe Diem. Et ça, ces économies-là, on les fait beaucoup en récupérant, en n'ayant pas de cuisinier qui cuisine à part, mais une cuisine qui se fait dans la maison par des intervenants, en décloisonnant finalement les rôles et en étant polyvalent. Ça augmente beaucoup la présence auprès des personnes. C'est sûr que la viande, le poulet, tout ça, les gens n'y touchent pas. Mais ça se fait dans une pièce à part. Mais le reste de la préparation du repas, ça se fait dans la maison. Donc, c'est sûr que ça aide. On n'a pas d'hommes qu'on paye pour l'entretien. C'est l'équipe avec des intervenants de l'équipe qui, à certains moments de la semaine, sont libérés pour faire l'entretien, ramasser les feuilles, faire le nettoyage du terrain, qu'ils font avec les gens. On a vu des personnes dans le film qui sont du domicile et qui viennent, puis quand ils viennent, ils veulent aider, alors ils sont auprès des intervenants. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on réussit, je pense, à arriver. Il faut dire aussi que notre personnel, on n'engage pas... on engage du monde au même niveau d'intervenants. On n'engage pas des titres d'emploi. Alors, on a du personnel qui est pas payé comme si on avait une grosse équipe de spécialistes qui coûte quand même plus cher. On préfère avoir du personnel dont la vocation, c'est un peu être soignant. Nous, on appelle ça préposé aux bénéficiaires. Et on peut en avoir plus comme ça. Et on les forme à notre approche. J'ai un peu sorti de la question, mais pourquoi je dis ça donc? Je parlais du financement. Mais est-ce que ça va pour la réponse? Puis pour les gens qui viennent en accueil de jour, on demande 35 $ par jour aux familles. Et on a une subvention aussi pour le soutien à domicile qui nous permet de payer la différence aussi. S'il vous plaît, c'est au niveau du personnel. Combien êtes-vous pour le nombre de malades que vous avez et quel est le rythme horaire, s'il vous plaît? Oui, bon, à partir de 10h, 22h le soir jusqu'à 7h le matin, il y a une personne. Il y a une personne dans la maison, mais il y a toujours quelqu'un sur appel en cas de besoin urgent où on est vraiment monopolisé avec une personne qui est en difficulté. Ça arrive peut-être 4-5 fois par année que la personne en urgence est appelée. Donc, et le matin, l'équipe arrive progressivement. Nous, on ne voulait pas avoir toute une équipe qui arrive en même temps puis qui se retrouve dans une pièce à parler en même temps, parce que de toute façon, les gens ne se lèvent pas en même temps. Alors, il y en a qui se lèvent, ils arrivent à 7h, 7h30, 8h. Et ça varie en fonction des saisons. Quand il fait clair plus tôt, parfois on arrive plus tôt. Et puis le soir aussi, ça s'est modifié en fonction du soleil. Alors, il y a 3 personnes dans l'équipe de base pour accompagner les 15 personnes, mais ces 3 personnes-là, dans l'équipe de base, ont aussi à s'occuper des personnes qui arrivent du domicile et qui vont venir s'intégrer dans la maison. Alors, mais quand je parle de 3, il faut que je calcule aussi la personne qui est à la cuisine, qui fait 4, parce que c'est une intervenante. La personne qui fait l'entretien le matin, c'est aussi une intervenante. Alors, vous voyez comment c'est pas... ça fluctue. S'il y a 10 personnes en accueil de jour, on va ajouter une personne, mais on n'aura pas 10 personnes dans une salle qui est séparée. On a choisi avec les avantages que ça comporte, parce que parfois, ça joue du coude, tout ce monde-là dans la même maison, qu'il y ait des personnes qui vivent dans la maison, puis qui voient arriver des personnes le jour, ils se demandent qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. C'est pas toujours facile. Alors, on est 3, 4... pour 15 jusqu'à 25, jusqu'à après le souper où on est 3 jusqu'à 8 heures, et de 8 heures à 10 heures, 2, et à partir de 10 heures, une personne. Mais quand on calcule, et la recherche avec l'Université de Sherbrooke a calculé le total des heures rémunérées comparativement à une unité, puis comparativement à tout ce qui est donné dans un EHPAD ou un CHSLD chez nous, eh bien, il y avait un peu plus d'heures auprès des personnes, mais pas significativement.
Alors, c'est d'être capable de récupérer les heures grâce à la polyvalence et aussi grâce aux stagiaires qui viennent faire des stages chez nous puis qui s'intègrent dans l'équipe. Et ça, c'est sûr que ça, étant une forme de petite école qui reçoit des stagiaires, ça nous permet évidemment d'aller marcher avec les gens, ça nous permet de permettre plus de liberté. Est-ce qu'il y a une longue liste d'attente pour pouvoir accéder à votre établissement en ce moment? Oui, il y a une longue liste d'attente et ce qu'on s'est dit devant les refus du gouvernement de nous aider à ouvrir une autre maison, en fait, c'est 3 petites maisons de neuf qu'on veut faire jumeler, qu'on veut construire une à côté de l'autre pour pouvoir aller jusqu'au bout avec les personnes ou aussi offrir une diversité. Alors, nos projets n'ont pas été acceptés encore. Et on s'est dit, on ne peut pas accueillir plus de monde, on va aller vers les gens, on va aller à domicile. Et là, depuis quelques années, notre approche à domicile a beaucoup progressé. Il y a une cinquantaine, presque 50 à 60 familles activement qu'on accompagne à domicile et dont le parent vient faire des allers-retours à Carpe Diem. Et on va aussi dans les établissements, quand la personne quitte Carpe Diem, parce que là, elle n'est plus mobile, on va aussi dans les établissements pour essayer d'atténuer les effets de cette liste d'attente-là et d'essayer de soutenir quand même les familles. Une petite question supplémentaire. C'est une autre équipe qui se déplace, alors? C'est la même équipe. Alors, c'est le même personnel qui se détache. Vous pouvez avoir une personne dans l'équipe qui arrive à 7 heures et qui part à midi pour aller accompagner quelqu'un 3 heures à domicile. Et ça permet de couper une journée. On parlait aussi aujourd'hui de la difficulté d'être continuellement en contact avec les personnes pendant 7 heures, 8 heures par jour. Alors là, de quitter et d'aller à domicile, c'est difficile à domicile. On rentre chez la personne, c'est du 1 pour 1, on est dans la famille. C'est difficile, mais c'est une autre forme de fatigue qui permet, je pense, d'éviter une partie de l'épuisement professionnel. Mais c'est la même parce que quand la personne vient à Carpe Diem, cette intervenante-là ou l'intervenant, elle est membre de l'équipe, elle sait comment ça se passe dans l'équipe. Et un jour, quand la personne va venir passer la journée ou 2 jours, l'intervenant significatif va être là dans l'équipe. C'est là qu'on essaie de justement que les liens qui sont créés soient reproduits au moment où la personne arrive. Donc c'est la même équipe qui grossit et qui s'éclate. Bien, qui s'étire à domicile. Bonsoir, je suis Sabine Clapisson, directrice d'un accueil de jour. J'aurais voulu savoir comment vous organisez le transport pour l'accueil de jour, parce que ce matin, vous disiez qu'il y avait 15 places de résidents et 10 places en accueil de jour. Est-ce que vous organisez le transport comme nous le faisons, c'est-à-dire que nous allons chercher les personnes chez elles et nous les ramenons le soir? Et deuxième aspect de la question, comment est vécu le départ des personnes par les résidents? Ah oui, bonne question. C'est vraiment un moment chaud dans la journée. Le transport, ça dépend. Il y a des familles qui vont dire « j'aime mieux que vous veniez le chercher, j'irai le chercher en fin de journée ». Il y en a ils font les deux. Ça varie tellement parce que les heures varient aussi. Alors, on fait de tout. On y va où les familles viennent. Ça, c'était la première question, le transport. Et c'est un intervenant qui fait le transport. C'est délicat d'aller chercher quelqu'un qui ne veut pas venir nécessairement. Ça prend toute une finesse. On ne peut pas mettre un conducteur comme ça qui ne connaît pas la maladie. Dans la voiture, il y a des interventions qui se font aussi. Alors, c'est quelqu'un de l'équipe qui se détache et qui y va. Et on charge un montant pour le transport de ces personnes. Comment ça se passe quand on quitte? Et là, c'est là que les résidents, parfois, disent je veux m'en aller, moi aussi. La maison est pleine d'actions, puis tout d'un coup, ils voient des gens mettre leur manteau, et puis ils disent ben, moi aussi, je mets mon manteau. Alors, souvent, les gens qui veulent mettre leur manteau puis s'en aller, on les invite aussi à venir dans la voiture. On a deux camions, là, et on ne dit pas camion, mais en tout cas deux véhicules.
d'un véhicule de transport. Alors, on invite les gens à venir reconduire. On leur dit, voulez-vous venir avec nous? Il y a des personnes pour qui ce n'est pas possible. On va peut-être les inviter ailleurs pour qu'ils n'assistent pas au départ comme ça des personnes. Mais c'est un temps fort où ça demande la contribution de vraiment toute l'équipe. Et il n'y a pas juste le départ des autres résidents, des autres personnes qui fait un effet. Il y a le départ de l'équipe aussi. On s'est rendu compte que quand on quitte, là, puis qu'on dit au revoir à tout le monde, là, bonsoir, je m'en vais chez moi, je m'en vais chercher mes enfants. Quand je dis ça à une personne qui pense à ses enfants, puis qui pense que ses enfants l'attendent, je vais réveiller chez elle aussi le goût de partir. Si je dis je m'en vais m'occuper de ma maison, puis que la personne elle a envie de retourner dans sa maison, alors on a convenu qu'on partait discrètement. On peut saluer les gens, mais les au revoir et dire je m'en vais en vacances, je m'en vais. En fait, on ne se rendait pas compte que en disant tout ça, là, on remuait chez les gens leur peine, leur manque, leur désir de partir. Donc, on s'est dit, quittons discrètement, puis évitons de blesser ou de... Ça, c'est comme quand tu es en peine d'amour, puis que tu vois deux personnes s'embrasser. Tu dis, allez vous embrasser ailleurs. Hein? Ça fait mal. Donc, c'est la même chose. Tu as envie de t'en aller chez vous, puis il y a quelqu'un qui te dit, moi, je m'en vais chez moi. Alors, c'est ça qu'il faut planifier. Mais il y a des gens qui quittent après le souper aussi, qui quittent tard en soirée. Ça, c'est moins problématique. Je suis médecin gériatre. On aurait plein de questions à vous poser. Hein. Une question qui me vient, quels sont un petit peu vos critères d'admission dans la maison? Voilà, vous devez avoir des listes d'attente quand même très très importantes. Quelle est la place des familles aussi? Comment vous l'intégrez dans le fonctionnement de la maison? Parce que c'est quand même une maison très, très familiale, dans un espace... voilà. Donc comment vous avez analysé ça? Enfin, comment vous laissez intervenir les familles? Et puis à travers le film, le mot démence, alors comment vous feriez, enfin, comment vous le remplaceriez? Comment au Canada, enfin, au Québec, enfin, aujourd'hui ça c'est pensé, ça répond aussi quand même à une définition médicale, donc on est un peu prisonnier par rapport à ça. Donc voilà. Je vais commencer par la dernière question. Moi, on est conscient que c'est le terme médical qui est encore d'actualité, mais nous, ce qu'on dit aux équipes, c'est qu'on n'est pas des médecins, puis c'est pas nous qui posons le diagnostic, alors on n'est pas obligé d'utiliser le terme démence. Même les médecins sont pas... Combien de familles nous arrivent en disant que de la façon qu'on m'a annoncé le diagnostic avec le terme, je comprends que c'est le bon terme, mais l'effet que ça m'a fait, ça m'a dévasté. Nous, on dit, puis même au Québec, parce qu'il y a des personnes atteintes qui ont demandé au ministre de la Santé il y a quelques années d'arrêter d'utiliser ce terme parce que ça leur causait préjudice. Et le ministre de la Santé leur a répondu, vous avez raison, c'est un médecin. Il dit, vous avez raison, et au gouvernement, on n'utilisera plus ce terme, on va utiliser maladie apparentée à Alzheimer ou quelque chose dans le genre, maladie de type Alzheimer. Et tous les documents du gouvernement du Québec n'utilisent plus le terme démence, sauf quand c'est pour citer d'autres textes. Alors, c'est ce qu'on a décidé de faire. Ça, c'est pour ce qui était du terme. Pour ce qui est des critères d'admission, ça prend un diagnostic. C'est important pour éviter de faire fausse piste sur d'autres pathologies qui peuvent être traitées ou qu'on n'aurait pas vues. Nous, on s'assure d'accompagner la famille vers les équipes qui font qui enclenchent le processus diagnostique pour s'assurer qu'on a bien éliminé toutes les autres causes possibles. Et le critère d'admission, c'est avoir une maladie apparentée à Alzheimer. Et si la personne, à cause d'un problème de santé physique, par exemple, elle est paralysée ou elle a un problème, elle a besoin de se déplacer en fauteuil, c'est pas nécessairement la maladie, mais c'est physiquement, on n'est pas adapté en ce moment dans la maison telle qu'on est là. Il n'y a pas d'ascenseur, il y a des escaliers. Il faut un minimum de mobilité. Ça peut être une mobilité réduite, mais ça prend un minimum de mobilité. Mais il y a des gens qui ont des atteintes frontales. Le monsieur qu'on voit qui pose beaucoup la question, qui bouge beaucoup, mais lui, il a été refusé partout, dans tous les établissements, et on a fini par l'envoyer à l'urgence pour ajuster sa médication. Mais son problème, c'est qu'il marchait, puis qu'il posait trop de questions, puis qu'il voulait aller dehors, puis qu'il voulait travailler. Donc, on ne l'a pas refusé, mais c'est sûr que ça demande. Ce n'est pas un critère d'exclusion.
Donc, et le gouvernement nous a dit aussi, bon, c'est pas un lieu de fin de vie, Carpe Diem. Et votre mission, vous ne pouvez pas avoir toutes les missions dans la même maison. L'accueil de jour et le domicile, et puis en plus avoir les gens en fin de vie. C'est un choix qui est difficile. On est obligé d'accompagner les gens et leurs familles ailleurs tant que notre projet d'aller jusqu'au bout ne sera pas accepté par le gouvernement. Et puis la place des familles, c'est la place qu'elles veulent bien prendre. Il y a des familles qui s'impliquent au conseil d'administration. On a un conseil qui est majoritairement formé de familles, qui soit ont un parent à la maison ou qui ont eu un proche à la maison. Il y en a qui ne veulent rien savoir de l'administration, mais qui veulent venir quelques fois par semaine préparer les repas ou s'impliquer dans des sorties, parce qu'aller au musée, bien, il faut la préparer, la sortie. On était tout seul dans le musée. La personne, elle avait été informée. Parfois, on peut demander à des familles de s'impliquer dans des sorties comme celle-là. Il y en a qui viennent dormir une fois de temps en temps. Ça dépend. Elles font vraiment elles participent aussi à des réunions d'équipe. L'année dernière, il n'y a pas longtemps, il y a une famille qui est venue rencontrer l'équipe pour dire ses insatisfactions, puis dire comment il y a des choses qui l'avaient insécurisée dans l'équipe, qu'elle n'avait pas appréciées et l'effet que ça lui avait fait. Par exemple, d'entendre « Oh, il y a quelqu'un qui n'est pas rentré ce soir, on va manquer de personnel. » Mais elle dit « Moi, j'entends ça, ça m'insécurise. » Alors, moi, j'ai aimé qu'elle vienne dire à l'équipe ce que ça lui avait fait. Et puis, moi, après, de dire à l'équipe, ça ne regarde pas les familles, nos problèmes d'organisation. On s'était toutes bien organisées quand même, mais elle l'a mal vécu. Alors, il y a de ça aussi, des retours qu'on peut faire avec l'équipe, avec les familles, pardon. Il y a, la famille, il n'y a pas de rencontre systématique. Il y a des familles qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Ça dépend de la maladie aussi, comment la maladie évolue. Il y en a d'autres qu'on voit beaucoup moins, qui nous donnent presque carte blanche, puis d'autres qui ont besoin d'être plus rassurés. Parfois, on gaffe, on fait des erreurs. Je pense à l'année dernière où une intervenante, c'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle a plus de capacité. Elle est arrivée de vacances, elle n'a pas lu qu'une dame, il ne fallait pas qu'elle prenne son bain parce qu'elle avait un problème d'épaule. Sa fille nous avait tout écrit, les particularités soulignées en jaune. Madame, ma mère ne prend pas de bain, c'est une douche parce qu'elle peut être blessée à l'épaule. Et l'intervenante est arrivée de vacances, elle n'a pas pris le temps de lire le compte-rendu fait par la famille. Et puis elle offre à la dame, vous voulez un bain ou une douche? La dame a dit, bon, ça ne me dérange pas. Et puis elle, l'intervenante, elle aimait mieux donner un bain, elle a donné le bain, puis elle a voulu aider la dame à sortir, elle l'a blessée. Et puis là, moi, j'appelle la famille, puis je dis, bien là, j'explique la situation. Puis la famille me dit, mais ça sert à quoi vos beaux questionnaires que vous me faites passer si vous ne les lisez pas? J'ai pris une soirée à le faire. Et là, la confiance, on a du rattrapage à faire. Hein, quand ce n'est pas chacun qui prend le temps de jouer son rôle professionnel. Son 2 minutes qu'elle n'a pas pris, là, elle nous en a fait perdre beaucoup. Elle a essayé de regagner la confiance de la famille qui avait raison. Puis après, la famille, il venait, puis il surveillait voir si... Il y avait dans la chambre, si la mère elle avait son petit parfum habituel qu'elle aimait, si ses écarteurs d'orteils, elle les avait bien entre les orteils. Et puis, elle avait raison de ne pas nous faire entièrement confiance. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à comprendre la réalité des familles, pas juste s'attendre à ce qu'elles comprennent la nôtre. Puis c'est vraiment un travail de communication, je dirais, avec les familles. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu d'Amadiem, puisqu'on imagine qu'ils ont eu beaucoup de difficultés parce que la législation en France est assez complexe. Donc, quels ont été les écueils, les difficultés? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, bien, Amadiem a une grande force, c'est Blandine Prévost, qui est capable de parler à une ministre et à lui expliquer ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut. Elle, Blandine, elle a visité son père qui vit dans un EHPAD en ce moment, et elle a vécu ce qu'un enfant vit quand il laisse son parent de l'autre côté de la porte, puis qu'elle referme la porte en disant non, tu restes là, puis moi je quitte. Puis elle a dit, je ne voudrais jamais que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu avec mon père. Et elle a expliqué ça à la ministre de l'autre gouvernement. Et elle a dit, je veux que ce soit une maison où mes enfants vont venir chez maman et non pas visiter maman. Et je veux qu'ils se sentent chez eux. Et elle a vraiment imaginé sa maison par elle-même. Et quand elle a vu Carpe Diem dans un autre documentaire, elle a dit, ce que je veux faire, ça ressemble beaucoup à ça. Alors,
La grande force, c'est Blandine et c'est toute une équipe autour d'elle qui sont des ingénieurs, des amis ingénieurs qui ont une capacité de monter des projets. Alors, le projet a progressé très vite et il y a eu un appui politique à Paris qui a fait en sorte que les embûches ont été quand même assez bien traversées. Il va y avoir une cuisine, une vraie cuisine, mais il va y avoir aussi, par respect pour la législation, un endroit où il y aura de la manipulation de viande et de nourriture sécuritaire, mais les gens vont avoir accès à la cuisine. Ça, c'était une grosse, grosse embûche. La polyvalence du personnel, ça aussi, c'est une grosse embûche. On va être capable de jouer à l'intérieur des règles, mais pas complètement. Mais on s'est dit qu'on va former le personnel déjà à l'entrée avec cette philosophie. On espère qu'à l'intérieur, on va trouver des façons de tendre vers l'approche. Ensuite, il y a eu un appel à projet lancé par l'ARS, ou c'est ça l'ARS? Et Amadiem est une association nouvelle qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'expérience. Alors, ce n'est pas Amadiem qui a répondu à l'appel à projet, mais le cahier des charges mentionnait très bien l'importance d'être proche de la volonté d'approche d'Amadiem, ce qui fait que le promoteur qui a répondu à l'appel à projet doit travailler avec Amadiem au niveau de la sélection, de la formation et de l'implantation de l'approche. Alors, le projet il est lancé. Les architectes vont présenter les derniers plan la semaine prochaine et on prévoit une ouverture de 2 maisons qui vont accueillir 15 personnes jeunes de moins de 65 ans. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas ouvrir aux personnes de 66, 67 même. Ce n'est pas une question d'âge parce que ce que les jeunes vivent, les moins jeunes le vivent aussi. Alors, c'est lancé et ça va devenir aussi un lieu peut-être d'apprentissage, de stage. Au lieu de venir au Québec, bien, vous allez l'avoir à côté. Puis espérons que ça va en inspirer d'autres aussi. Mais c'est bien lancé, donc c'est possible. C'est possible. J'aurais jamais cru il y a 10 ans, mais je pense qu'il y a de l'espoir qu'on expérimente autre chose. Bonjour. En fait, c'était un peu ma question, justement. Je suis là. Oh, oui. C'était un peu ma question, justement, comme vous venez faire des conférences là en France, savoir si nos politiciens, justement, pensaient ouvrir ce genre de maison en France. Voilà, donc là, vous avez répondu avec ce que vous venez de dire, là, pour... voilà. Bien, je peux les laisser répondre. Moi, je peux dire que mon objectif, ce n'est pas de créer d'autres maisons, mais c'est plutôt de permettre à cette approche-là de s'implanter en tenant compte d'un contexte français. Puis je pense, j'ai vu des établissements qui respectent la législation, mais qui ont modifié considérablement leur approche en faisant équipe avec leur personnel. Et puis, je pense que si déjà on fait ça, on va faire beaucoup. Puis tant mieux si un jour il y a des maisons, mais il va toujours rester des EHPAD, il va toujours rester des services à domicile qui vont avoir besoin d'améliorer leur approche. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez répondre? Jacques Rabu, vice-président du Conseil général et chargé de la cohésion sociale et du handicap. On a effectivement... on a tenté en fin de réunion de voir comment ça pourrait évoluer. Et je pense que on a créé un groupe, un comité de pilotage qui a organisé cette journée, puisque en fait on est parti sur une idée, mais toute la construction de cette journée, elle s'est faite en partenariat avec de nombreuses associations. Donc on connaît la demande. Ce qui vient d'être dit est aussi important, c'est on est dans une situation où les créations ex nihilo de nouveaux hébergements, ça ne sera pas possible dans les 5 ans qui viennent. C'est déjà une chose. Donc notre objectif, c'est de faire évoluer la prise en charge dans les établissements existants ou de trouver des structures relais, puisqu'on a parlé des EHPAD, mais il n'y a pas que les EHPAD, il y a aussi sur le département de l'Ain, il y a des structures qu'on appelle les MARPA, hein, les maisons d'accueil rurales, ou les petites unités de vie. Donc ça, c'est aussi des choses qui pourraient évoluer. On a identifié dans le nouveau schéma, le président en parlait tout à l'heure, donc qui a été voté en fin d'année dernière, tout l'intérêt de s'attacher globalement au maintien à domicile.
Et je pense que là aussi, ce sont des actions qui pourraient... Ça se fait d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, on a vu cet après-midi donc un certain nombre d'expériences ou d'innovations qui sont portées par les établissements. Ce n'est pas le désert. Hein. Je veux dire qu'effectivement, il manque sûrement beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui sont en train de naître, et on est dans la réflexion pour savoir comment on peut les accompagner. Voilà ce qu'on peut dire. On ne prend pas d'engagement, puisqu'en fait, c'est une co-construction, donc on n'a pas la science infuse. On sait effectivement que... Et puis les choses risquent d'évoluer. Alors, sans vouloir botter en touche, mais c'est vrai qu'on attend depuis longtemps, depuis quelques années, la prise en compte du financement de la dépendance, parce que ça aussi, c'est important. Le président du Conseil général y faisait allusion tout à l'heure. Hein, c'est une somme importante entre l'APA, c'est plus de 30 millions d'euros qui sont versés, hein, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc c'est une charge importante pour le Conseil général. S'il y avait une répartition différente du financement, ça permettrait effectivement d'engager aussi un certain nombre d'actions. Mais je pense qu'il y a aussi à faire en sorte de réfléchir avec l'existant et à améliorer ce qu'il est. C'est aussi le cas, il y a la mise en place des filières gérontologiques, qui sont la coordination de l'ensemble des actions de tous les acteurs, qu'ils soient médecins, gériatres, médecins de ville, hein, médecins généralistes, infirmières, rééducateurs. Donc il y a toute cette problématique qui commence à être prise en compte. Il y a ce qu'on appelle les équipes mobiles de gériatrie qui permettent à des centres hospitaliers qui sont mieux équipés d'aller dans les EHPAD et d'avoir une qualité de suivi. Voilà, mais on est au jour d'aujourd'hui au début d'un nouvel mode d'organisation. Il n'y a pas le domicile tel qu'on le connaît et puis l'institution. Il y a tout un tas de solutions qui sont possibles et qui sont exercées pour certains, mais qu'il faudra qu'on généralise. Voilà la réponse que je pouvais faire ce soir par rapport à cette question. Oui, au Canada, comment sont recrutés les personnels paramédicaux? Comment sont-ils formés? Et combien de temps faut-il pour avoir un paramédical capable de déceler les attentes du patient? Merci. Je ne suis pas sûre que je vais répondre à votre question. Je vais commencer par la question de sélection. Comment ils sont sélectionnés? Au Canada ou à Carpe Diem? Au Canada en général? Un petit peu comme en France, avec des profils de postes. On ne les nomme pas de la même façon, mais il y a un certain ratio de préposés aux bénéficiaires qu'on appelle, nous, qui sont l'équivalent d'aide-soignant. Il y a différents postes comme ça qui sont prédéterminés. Et on sélectionne beaucoup par lecture de curriculum vitae. Moi, je trouve que c'est difficile. On devrait améliorer notre processus de sélection pour vraiment aller sélectionner des gens qui ont des capacités au niveau de leur personnalité. Mais en général, on sélectionne d'une façon classique et souvent avec des critères que je trouve un peu secondaires, du genre la personne est disponible, elle reste près de la maison, elle va pouvoir venir rapidement. C'est intéressant quand on est gestionnaire d'établissement d'avoir quelqu'un disponible, mais si elle n'a pas les capacités, les compétences qu'on recherche, ça risque d'amener plus de problèmes. Ensuite, combien ça prend de temps pour déceler les pertes cognitives? En fait, nous, on vit avec les personnes. Alors, on voit, c'est sûr qu'on a des outils. Quand je vous dis qu'on ne fait pas des évaluations, ce qu'on ne fait pas, c'est les évaluations qui ne déterminent que les pertes.
des personnes. Ça ne nous donne pas grand-chose comme marge, comme possibilité d'avoir juste les déficits. Mais en vivant avec la personne, on mesure bien les pertes de mémoire qu'elle a. On voit bien les difficultés de concentration. On est capable de voir qu'elle cherche ses mots, qu'elle ne trouve plus ses mots pour exprimer sa pensée. Et je me rends compte, quand je lui parle, si je fais le geste, là, je me rends compte qu'en faisant le geste, la communication passe. Alors, je peux comprendre qu'au niveau de l'aphasie, il y a des difficultés. Alors, le schéma corporel, la personne qui va monter dans son lit à 4 pattes, par exemple, je vais être capable de me dire, bien là, elle a des difficultés, par exemple, avec l'orientation de son corps dans l'espace. Je vais être capable en la voyant vivre, mais c'est sûr que c'est pas assis dans un bureau, je ne peux pas comprendre. Il y a des médecins, puis je leur demande aussi de me dire à quel point ils sont capables de mesurer les capacités des gens. Il y a des médecins qui ne mesurent pas toutes les capacités que les gens ont dans la vie quotidienne s'ils ne font que les voir dans leur bureau. Dans leur bureau, ils vont utiliser des outils qui vont mesurer l'évolution de la maladie, mais ils ne mesureront pas ce que la personne peut encore faire dans la vie quotidienne. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je dirais qu'une bonne connaissance de la maladie nous permet de repérer les difficultés, mais aussi une connaissance des capacités nous permet de construire la vie. Alors, une bonne connaissance des difficultés permet d'éviter des échecs, permet d'éviter de heurter la personne et permet de l'accompagner correctement, mais il faut aussi repérer les forces. Donc, ça demande une formation. Et ça demande un bon jugement aussi. Je n'ai pas de temps précis. Il y en a qui vont cliquer plus vite que d'autres. Il y en a que ça leur prend du temps. Ils ont à se déformer un peu peut-être. Mais ça se fait.